Créatif, Alexandre Morin-Villouellette rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions. La chronique sceptique du vendredi avec Jessica Giroux, notre gestionnaire de contenu adoré ici à Cube Radio, mais surtout une passionnée d'astrologie et d'ésotérisme qui tente, comme à chaque semaine, de me convaincre sur un sujet ésotérique. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me fascine moi, mais qui, toi, ça doit te rendre, comment je dirais bien ça, sceptique? Plus que sceptique, là, je pense que le sujet, puis je te laisse le présenter toi-même, mais c'est quelque chose que je retrouve habituellement beaucoup chez les conspirationnistes que j'étudie, que j'observe. Donc, je t'avoue que ça vient un peu se mettre en position avec ce que je vois d'habitude. Aujourd'hui, on va parler des vies antérieures et de la réincarnation. C'est tout un sujet, bien sûr. Donc, on parle de gens qui ont vécu d'autres vies, donc le nom le dit un peu, mais avant d'être dans celle-ci, dans le fond, que leur âme change de corps? Oui, exactement. On va parler en fait de deux enfants qui, dès un très jeune âge, se sont mis à manifester des souvenirs de leur ancienne vie. Et drôlement, on a été capable de corroborer leur dire avec des faits réels. OK, je t'écoute. En entrée de jeu, là, est-ce que tu savais qu'on peut retracer des écrits, des études qui datent jusqu'à 1900? De 1900. OK. Pour étudier le phénomène des vies antérieures. Exactement. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'intéresse à ça. Et il y a même Pythagore et Platon qui, eux, affirmaient avoir vécu respectivement 7 et 9 vies. Oui, on s'entend quand même, ça remonte à loin, là, Pythagore et Platon, là, qui transmettent l'un et l'autre. Après ça, bien évidemment, de par des écrits, on apprend un peu sur leur vie, mais là, c'est pas nécessairement la science exacte, mais OK. À partir de 1900, on commence à observer le phénomène, j'en conviens. Puis qu'est-ce qu'on a réussi à observer? Exactement. Il y a une étude en particulier, en fait, c'est un chercheur qui s'appelle Ian. Lui, il a voyagé dans les 4 coins du monde, il a étudié au moins 3000 cas. Sur ces 3000 cas-là, il y a 1600 d'entre eux dont les faits, on a été capable de les relier à une vraie personne. Dans ces 1600 personnes-là, il y a 600 qui avaient une blessure mortelle, qui affirmaient, ils se souvenaient comment ils étaient morts. Et ensuite, sur leur corps, on a été capable de trouver une marque de naissance ou une cicatrice à l'endroit exact du coup fatal de l'ancienne vie. OK, fait que, mettons, je me mangeais une flèche en plein cœur. Mm-hmm. J'avais une tache de naissance sur le cœur. Mm-hmm. Combien de fois ça a été documenté, ça? 200. Sur 600 de ces personnes-là, il y a 200 personnes qui avaient la même marque au même endroit. C'est beaucoup de monde, mort violente quand même, hein? Les blessures mortelles, c'est quand même beaucoup de gens. OK. Puis des taches de naissance, c'était vraiment là, des taches là, qu'on observait sur ces gens-là. Là. Pas un peu de poudre, pas un peu rien, non? Non, des taches ou des cicatrices, là, donc des marques corporelles. OK. Là, on va passer aux choses sérieuses. Oui. Je vais te parler d'un cas très spécial. Imagine ça. T'as un enfant de 3 ans. Bizarrement, automatiquement, qui est près d'un gratte-ciel, il tombe en crise de panique inconsolable. En plus, il se réveille souvent en détresse après avoir fait des cauchemars. Il dit qu'il se réveille et qu'il tombe. OK, mais ça, c'est pas un des cauchemars les plus fréquents au monde, ça, c'est la sensation de tomber puis dans le vide? J'en conviens. OK. Dès l'âge de 4 ans, il te dit « Hey maman, moi je vois la statue de la liberté de mon bureau, mais toi et ton conjoint, vous travaillez pas dans des bureaux, vous travaillez sur le plancher, dans du service à la clientèle. Jamais vu un bureau. » OK, attends. Le kid dit, moi, dans mon bureau, je vois la statue de la liberté. Mais il y a pas de bureau. Mais il parle de son bureau. Ouais. Il a jamais vu la statue de la liberté en personne non plus. OK, bien peut-être qu'il joue au bureau, il joue à l'homme d'affaires, c'est bien. J'en conviens. Plus Beaucoup les années d'ambition. avancent, plus les cauchemars s'intensifient. Il commence même à dessiner des gratte-ciels avec des personnes qui tombent du gratte-ciel. Puis il commence à te dire des affaires du genre Est-ce que tu sais que les humains, ils meurent jamais vraiment? Il y a 5 ans. Bon, là, je me demanderais honnêtement, est-ce que mon enfant a eu accès à Internet? Quel genre d'émission il écoute? Mais on dirait, on dirait que je le vois venir, là. Ce qui s'en vient. Je le vois. Est-ce qu'il est mort dans un incident tragique qui a fait le tour du monde? Effectivement, un jour, il te regarde dans les yeux et te dit « Je suis mort dans un gratte-ciel. Quelque chose l'a frappé. Ça a explosé et je suis tombé. » The plane hit the World Trade Center, then it got stuck in the building. When I was falling, I was still alive, and then all the rubber hit me. I didn't feel anything because I died.
Ça, c'est le vrai témoignage de cet enfant-là en question, Effectivement. qui raconte donc avoir... lui, il est né après, donc, le 11 septembre, c'est ce qu'on comprend. Oui, Et se souvient d'avoir été quelqu'un d'autre, un homme, une femme, on sait pas trop, dans le bâtiment en question, puis il est tombé, lui, du World Trade Center. exactement. Donc, il se souvient qu'il était un homme qui travaillait dans le World Trade Center et de son bureau, il y avait une vue magnifique sur la Statue de la Liberté. Il se souvient qu'il travaillait, il a entendu un gros boom, il a fait extrêmement chaud et il a dû sauter du gratte-ciel. Quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque les parents l'ont amené sur le lieu de commémoration du World Trade Center, l'enfant s'est mis à pleurer, mais pas des petites larmes d'enfant de crocodile, vraiment un chagrin profond, de la détresse. Puis après, il n'en a plus jamais reparlé. OK. Je t'avoue, ça, c'est étrange. Je me dis, est-ce que c'est pas les parents qui auraient pu donner un scénario à leur fils pour tenter de devenir célèbre sur Internet? Là, je fais mon sceptique, là, mais, tu sais, ouais, non. Surtout s'il se met à pleurer. Mais c'est bizarre, ça, c'est bizarre. Puis ça, tu me dis que c'est un phénomène comme ça qui est revenu à plusieurs instances, là. Oh oui, j'en ai même un deuxième pour toi qui, selon moi, est encore plus fou. James Leininger, il est né aux États-Unis, il a grandi au Texas et en Louisiane. Il y a 2 ans, quand il va se rendre dans un musée avec son père et automatiquement, il est fasciné par l'exposition de la Deuxième Guerre mondiale. Il est particulièrement attiré par les avions. Après cette exposition, il va s'acheter une vidéo qui va repasser en boucle et en boucle. C'est rien de bien spectaculaire, c'est vraiment juste des avions de la Deuxième Guerre mondiale en vol. Et 2 mois après sa visite au musée, il y a 2 ans, là, il se met à pointer systématiquement tous les avions dans le ciel et il dit « avion qui s'écrase, avion en feu ». James n'a jamais été témoin d'un écrasement d'avion. Il n'en a jamais vu à la télévision non plus. Il y a 2 ans, là, 2 c'est ce ans. qu'il dit. Ouais. Et quand il joue avec ses jouets, systématiquement, il les fait toujours s'écraser. Avion en feu, avion qui s'écrase. OK. C'est un pilote? Exactement. On va avoir retracé que c'était un pilote de la Deuxième Guerre mondiale. Avec les détails qu'il a donnés, il y avait 5 ans quand il a mentionné qu'il pilotait un Corsair qui décollait d'un bateau au beau milieu de l'océan. Il a même dit qu'il se rappelait du nom du bateau, Natoma, et ses parents ont fait des recherches. Ils ont été capables de retrouver le bateau qui était au milieu de l'océan durant la Deuxième Guerre mondiale, dont des avions décollaient. Et il a même retrouvé le capitaine, Jack Larson. Donc, un bateau dans le théâtre du Pacifique, de ce qu'on comprend, contre les Japonais. C'est un Américain, lui? Est-ce que c'est un pilote américain, pilote japonais? C'est un pilote américain qui était dans les eaux japonaises et le bateau portait bel et bien le nom de Natoma Bay. Et ils vont avoir retrouvé le fameux Jack Larson et lui, il va leur avoir confirmé qu'il y a bel et bien un pilote qui a décollé un beau jour et qui s'est fait... qu'il y a un missile qui a été tiré sur son avion et que malheureusement, il s'est écrasé. Il va leur donner un nom. James Huston Jr. Ils vont retracer la vie de cette personne-là. Ils vont retrouver la sœur de cette personne-là. Le petit garçon va s'entretenir avec la sœur. Et la sœur, ça va lui prendre 2 minutes pour être convaincue qu'elle parle avec son frère défunt. OK, ça, c'est une bizarre. Ça, je t'avoue, tu me poses une colle parce que pour moi, là, dans les théories du complot, plus on a de gens autour d'un mythe, plus ça devient difficile de garder un secret. Là, d'avoir la sœur d'impliquer aussi l'ancien... Non, je t'avoue, c'est... OK, celui-là, il est bizarre, il est étrange. Je sais pas si je suis convaincu, mais je suis fortement ébranlé, Jessica. Puis ça veut dire que tu fais bien ton travail. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Alexandre. Alexandre Morin-Villouellette. Curieux.